Du fait du vieillissement démographique à l'œuvre depuis le début du siècle, le nombre de départs à la retraite excède celui des entrées sur le marché du travail, et ce chaque année. Dans ce contexte particulier, la France est appelée à procéder à des choix de société, notamment pour garantir la prise en charge de la dépendance et le financement des pensions de retraite. Les partenaires sociaux sont aujourd'hui les mieux placés pour tracer de nouvelles perspectives en ce qui concerne la place des seniors dans notre société. À l'heure où l'allongement de la durée des carrières, à laquelle ont procédé les partenaires européens de la France au cours des dernières années, devient une nécessité impérieuse. Face à l'urgence de la situation, cet amendement institue une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraite, réunissant des représentants des partenaires sociaux, de l'État, des associations familiales, des retraités, ainsi que des personnalités qualifiées, peut-être du monde agricole, et la charge, cette commission, de proposer des mesures, à savoir mesures favorisant le maintien des seniors dans l'emploi, mesures garantissant la prise en compte de la pénibilité au travail, du handicap, des carrières longues, dans la définition des conditions d'ouverture et de calcul des droits à pension et d'accès aux minima de pension, ainsi que pour l'aménagement du temps de travail. Des mesures harmonisant les règles d'attribution des pensions de réversion et de majoration des pensions pour enfants entre les régimes obligatoires de base. Des mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et permettant de ramener la branche vieillesse à l'équilibre d'ici 10 ans. Ces préconisations feraient alors l'objet d'un projet de loi ou de dispositions spécifiques du PLFSS pour 2024 et seraient débattues par le Parlement. Dans le cas où la convention n'aboutirait pas à un compromis, plusieurs mesures paramétriques seraient appliquées à compter du 1er janvier 2024 pour faire face à la dégradation du solde financier de la branche vieillesse et éviter ainsi aux générations futures de devoir travailler au-delà de 65 ans. Ces mesures seraient le maintien de l'âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans, ce n'est pas inscrit dans la loi actuellement, l'accélération de la mise en œuvre de la réforme Touraine de 2014, qui porte, je rappelle, la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 73. Nous proposons la génération 1967 pour ouvrir cette mesure. Le report progressif de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération, là aussi, 1967, et la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2033, selon des conditions et un calendrier à fixer par décret en Conseil d'État. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur. Alors vous faites preuve d'une très grande cohérence d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'autre en portant un amendement sur le recul de l'âge de départ à la retraite. La discussion de cet amendement intervient cette année dans un contexte que nous avons déjà évoqué, qui est très particulier, puisque mon collègue Olivier Dussopt est en pleine concertation actuellement sur les différents sujets que vous mentionnez dans votre amendement. Nous nous rejoignons sur les objectifs et sur les thèmes qui figurent dans votre proposition. Travailler plus longtemps pour assurer l'équilibre de notre système de retraite, agir en faveur de l'emploi des seniors et de la justice sociale, mieux prendre en compte les carrières longues et difficiles. Mais nous avons fait le choix de la concertation et d'un projet de loi en janvier, pas d'une mesure dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous ne pouvons préempter les décisions sans avoir conduit ces discussions. Nous voulons respecter l'engagement que nous avons pris avec les partenaires sociaux pour conduire les 3 cycles de discussion sur l'emploi des seniors et l'usure professionnelle, sur l'équité et la justice sociale, mais également sur l'équilibre du système de retraite, cycle qui s'ouvrira, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 28 novembre prochain. La Première ministre a également invité l'ensemble des groupes parlementaires à faire part de leurs propositions en les invitant à un dialogue préalable au dépôt d'un projet de loi. Elle a réuni avec Olivier Dussopt tous les présidents de groupe en ce sens. Olivier Dussopt a poursuivi d'ailleurs cette semaine l'ensemble de ces échanges. Alors n'anticipons pas les débats que nous aurons prochainement, laissons la place aux concertations préalables sans cranter des dispositions dans la loi.
Pour cette raison, le gouvernement demande le retrait de cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Iacovelli. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Encore une fois, je pense que nous sommes tous favorables sur les bancs de cette Assemblée à une réforme des retraites. On n'a pas tous les mêmes solutions. En l'occurrence, on a entendu lors des concertations, mais laissez-moi finir, Madame la sénatrice, vous verrez, on est tous favorables à une réforme, on n'est pas tous d'accord sur la réforme, d'accord ? En l'occurrence, aujourd'hui, des consultations ont lieu. En 3 cycles, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé. Les partenaires sociaux sont tous présents, même la CGT revient à la table des discussions pour vous dire que les choses avancent. D'ailleurs, nous avons tous été, tous les groupes ont été représentés cette semaine pour les discussions lors du cycle, les comptes rendus du cycle numéro 1. Tous les groupes sauf, chers collègues, les LR. Les Républicains, vous avez refusé de participer à ces consultations et à ces discussions pour pouvoir avancer sur un projet de loi. Donc, oui, mais ça fait 6 ans que vous faites un marronnier avec un amendement. Je pense que toutes les oppositions étaient favorables à un vrai texte de loi sur la réforme des retraites et ne pas passer par un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, vous comprendrez bien que même si nous sommes favorables à une réforme des retraites, nous ne pouvons pas être favorables à un passage par amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et c'est pour ça que le groupe RDPI votera contre cet amendement. Merci, Madame Doineau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, bien sûr que votre réponse, nous nous y attendions. Bien sûr que l'on entend que ça ne peut pas se faire au détour d'un amendement du PLFSS. En même temps, notre collègue René-Paul Savary montre la constance de la majorité sénatoriale et montre aussi son opiniâtreté pour défendre un projet qui est cohérent avec la trajectoire qui nous est aujourd'hui montrée. Sur la branche vieillesse, le déficit est tellement important et de plus en plus important qu'il faudra bien prendre des mesures. Sinon, si nous ne les prenons pas, c'est les générations d'après qui seront obligées de prendre leur retraite beaucoup plus tard. Bien sûr, vous avez entamé des travaux, mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi 3 ans de travaux auparavant. Il faut s'en inspirer, que nous avons des éléments. En tout cas, moi, je voulais insister sur un premier principe, c'est d'abord donner vraiment sa chance à la négociation entre toutes les parties prenantes, parce que ce que propose René-Paul Savary, c'est évidemment plus qu'une conférence, c'est désormais une convention nationale qui pourrait prendre le temps, puisqu'il donne 1 an aux partenaires sociaux à se décider sur l'emploi des seniors, sur un certain nombre de sujets comme les retraites de réversion, sur les difficultés des emplois qui sont un peu difficiles et qui finalement font que les personnes arrivent plutôt à la retraite en difficulté. Donc il y a un certain nombre de sujets et qu'il faut absolument débattre. Le second principe, c'est de définir nous-mêmes les paramètres qui nous semblent les plus pertinents pour atteindre cet équilibre. Parce que ces paramètres sont forcément financiers, car nous débattons d'un PLFSS. Ils sont à la fois une feuille de route pour les partenaires sociaux qui donne l'ampleur des mesures d'équilibre qu'il convient de négocier et un cadre surtout normatif ayant vocation à s'appliquer à compter de 2024 en cas d'échec. Après 4 ans de rejet de ces propositions et alors que vos projections font craindre de lourds déficits, il est temps d'agir. Merci, chers collègues. Monsieur Van Lerenberghe. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, je suis d'accord avec René-Paul, il le sait sur le fond, parce qu'il faut une réforme. Je crois que ceux qui le nient aussi la réalité qui est dans tous les rapports, évidemment, et notamment celui du corps, qu'il faut réduire les inégalités aussi. Il faut réduire, je dirais, les déficits. Il y a 12 milliards de prévus en 2026-2027, 180 milliards en 2035, si on les cumule. Donc, il faut agir. Je ne reviens pas sur la réduction des inégalités, tout a été dit. J'insisterai simplement sur un point, sur le maintien des seniors en activité. Qu'on soit à 56 ans en moyenne actuellement entre les 55 et 64 ans, c'est très très inférieur à la moyenne de l'OCDE qui est de 66 ans. Il y a donc un progrès nécessaire à opérer pour travailler un peu plus longtemps. Donc il faut aussi que cette réforme soit acceptée socialement et politiquement.
C'est ça le point essentiel, parce que sinon, effectivement, on sera à la merci, effectivement, de revenir à la faveur d'une autre majorité, ce que je ne souhaite pas, mais sur cette réforme. Donc, j'ai participé, je regrette que certains n'y soient pas, à la conférence, enfin disons au bilan d'étape que nous a donné M. Dussopt. C'était très intéressant. On voit qu'il y a des convergences pour réduire ces inégalités. Restent effectivement les mesures techniques, je dirais, à prendre. Il y a des solutions acceptables. Je crois qu'aujourd'hui, on part à la retraite environ à 62 ans et demi. Pourquoi ne pas atteindre plus facilement et plus rapidement, sans aller jusqu'à 64 ans, les 63 ans? Et puis, pourquoi ne pas accélérer aussi la réforme Touraine? Voilà, moi je pense qu'il faut maintenir quelque chose d'acceptable, parce que je crois beaucoup à l'acceptation et au paritarisme. Et donc, pour toutes ces raisons, parce que je crois qu'on va un peu loin dans l'amendement Savary, je m'abstiendrai à titre personnel. Merci, cher collègue. Madame Poncet-Monge. Il y a beaucoup de raisons pour s'opposer à cet amendement, mais je vais prendre un seul point. En France, en moyenne, il s'écoule 2 ans entre la cessation d'activité et la retraite. Et les ouvriers, les employés, ont un écart bien supérieur. À 61 ans, ils ne sont plus que 28% en emploi. Une partie des autres sont au chômage, mais ils y seront moins nombreux et moins longtemps. Le gouvernement et la droite y ont veillé. D'autres sont en invalidité, mais aucun progrès n'est à attendre, car le patronat ne veut pas entendre parler de pénibilité physique ni d'usure psychique, et la France reste le mauvais élève en sinistralité. D'autres, enfin, sont au RSA, mais la prochaine réforme va s'en occuper. Une personne sur 3 dans cette situation, ni en emploi ni en retraite, est en dessous du seuil de pauvreté. Et ils y resteront, grâce à vous, 2 ans de plus. De plus, l'espérance de vie des hommes ouvriers étant inférieure à 6 ans à celle des cadres, et de bien plus quant à leur espérance de vie en bonne santé, si le Sénat adopte cet amendement, il participera à écrire une des pages les plus inégalitaires sur le plan social. Rien ne justifie l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite, et notamment tant que n'est pas réduit massivement l'écart entre l'âge de l'exclusion de l'emploi et l'âge légal de départ, et d'autant que la durée du temps de vie à la retraite diminue déjà, que les gains d'espérance de vie ont été versés au travail par les réformes précédentes et qu'une grande partie des Français modestes n'arrivent plus à la retraite en bonne santé. Car si pour 25% des 10% les plus pauvres, cela reste la retraite des morts, pour beaucoup, c'est encore la retraite avec incapacité. Nous nous opposons donc à cet amendement. Merci, cher collègue. Madame Lubin. Merci, Monsieur le Président. Nous reconnaissons effectivement la constance de notre collègue René-Paul Savary qui propose chaque année cet amendement. Et cette année, il l'a assorti donc d'une demande de concertation élargie au travers d'une convention, je pense, de manière à ce que ça soit un peu moins abrupt que d'habitude, compte tenu du fait qu'il est quand même un grand défenseur du paritarisme, tout comme nous, et que donc adopter un tel amendement comme ça à la va-vite en PLFSS pouvait paraître quand même un petit peu curieux. Bon, nous sommes opposés sur le fond, vous le savez, ça ne surprendra personne, et nous espérons qu'il y aura un débat, puisque de toute façon, il faut bien se rendre à l'évidence, le gouvernement a l'intention de reculer l'âge de départ à la retraite. Il y aura donc un débat, nous l'espérons, et nous développerons nos arguments en cours de débat. Mais rapidement, nous y sommes opposés déjà, parce que c'est une retraite qui sera d'une injustice incroyable. L'objectif sera de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, enfin dans les caisses de retraite, immédiatement, et donc il faudra clairement empêcher de partir ceux qui sont près de l'âge de la retraite, les empêcher de valider leur droit à la retraite, et ça touchera des gens qui travaillent depuis longtemps, qui ont les métiers les plus difficiles, enfin vous connaissez, vous le savez tout ça aussi bien que moi. Ensuite, je ne peux pas laisser faire ces discours alarmistes. Le corps, effectivement, fait état
de déficit sur les 5 ou 6 ans qui viennent, qui sont loin, d'ailleurs il faut lire le rapport du COR et lire les conclusions, qui sont loin d'être aussi alarmistes que ce que l'on peut entendre. Et faire croire aux Français que si on ne fait pas de réforme dans les mois qui viennent, met en péril notre système de retraite, c'est leur raconter des histoires. La suite au prochain numéro. Merci, cher collègue. Monsieur Lévrier. Merci, Monsieur le Président. Deux choses. Sur la forme, d'abord, je loue la constance, mais parfois géométrie variable de notre rapporteur René-Paul Savary, parce qu'effectivement, tous les ans, depuis 5 ans, il revient par un amendement sur le système de retraite. En revanche, et ça rejoint le fond maintenant, sur la façon de faire, là, il demande une négociation que ne suivent pas les LR d'un côté, négociation qui est déjà engagée. Donc, pourquoi demander quelque chose qui existe déjà puisque c'est en cours? C'est mon premier point. Et le deuxième point qui est beaucoup plus important pour moi, c'est que le PLFSS traite des paramètres d'équilibre financier. Notre système de retraite n'est pas que ça. Notre système de retraite, sa vraie valeur, c'est sa logique intergénérationnelle. C'est sa solidarité, c'est le fait que les actifs financent la retraite des personnes en retraite. Et là, on n'en parle pas. À travers un PLFSS, on ne peut pas en parler. Et on a bien vu depuis ces 5 ans où il y a eu une approche tout à fait différente qui a voulu être faite et qui n'a pas pu se faire à cause de la Covid, je vous le rappelle, de toutes les inéquités qui existent dans le système de retraite. 42 caisses de retraite, des inéquités incroyables sur un nombre de points incroyables. Et quand on parle de financement, certes, le corps n'est pas aussi alarmiste que certains veulent le dire, mais il le devient si on veut réduire ces inéquités, si on veut parler des reversions qui ne sont pas comme il faut, si on veut parler de l'égalité femmes-hommes à travers la retraite, et ainsi de suite. Je pourrais prendre un certain nombre d'exemples. Donc oui, il faut une réforme, oui, il faut de la concertation, mais certainement pas à travers un PLFSS, et bien évidemment, nous voterons contre. Merci, cher collègue. Manama Poursopoli. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, le Président de la République avait annoncé l'allongement du départ à la retraite par voie d'amendement dans le PLFSS 2023. Face à l'opposition unanime des organisations syndicales et de certaines organisations d'ailleurs patronales, le gouvernement a reculé et entamé une série de concertations ayant pour objectif de présenter un projet de loi spécifique à la rentrée 2023. C'est dans ce contexte, pour la 4e année consécutive, que notre collègue René-Paul Savary propose cet amendement pour réformer le système des retraites. Oui, on peut le dire, il est constant. La version 2022 prévoit de mettre en place dans un premier temps une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraite qui doit établir des propositions pour garantir l'équilibre du système de retraite. Dans un second temps, l'amendement prévoit qu'en cas de désaccord, des mesures paramétriques seraient mises en place. Il s'agit d'un cocktail explosif de 4 mesures régressives. Premièrement, le report progressif de l'âge de départ à la retraite à 64 ans pour la génération 67. Deuxièmement, la suppression de la décote à 67 ans. Troisièmement, l'accélération du calendrier de la loi Touraine à 43 annuités pour la génération 67 au lieu de 73. Quatrièmement, la suppression des régimes spéciaux. Les LR n'étaient pas là à la table de M. Dussopt pour discuter du projet de réforme des retraites, car finalement, vous partagez la même philosophie. Je répondrai simplement sur l'argument de la sauvegarde du système de retraite. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit temporaire entre 2022 à 2032 du régime de retraite ayant de retrouver l'équilibre. Il n'y a donc pas de danger sur l'avenir du système. D'autre part, les salariés et les retraités ne sont pas responsables de ces déficits, mais des politiques successives qui ont entraîné des mesures d'économie sur la masse salariale. Je vous remercie. Cher collègue. Madame Cohen. Merci. La proposition de notre collègue Savary au nom de l'équilibre du régime des retraites, ce n'est pas une première, ça a été dit. C'est une constante, mais c'est aussi un recul social considérable pour l'ensemble des salariés, comme l'a rappelé ma collègue Katia Poursopoli. Mais en particulier, moi, je vais me concentrer sur les femmes.
Vous le savez, actuellement, les femmes sont pénalisées dans leur carrière et à la retraite par des pensions inférieures aux hommes pour des carrières équivalentes. Pour les femmes, l'allongement de la durée de cotisation et le recul de l'âge légal de départ à la retraite, c'est la double peine. Elles qui touchent en moyenne 25% de salaire en moins que leurs collègues masculins à poste égal et qui ont des carrières courtes ou hachées doivent déjà partir en retraite plus tard d'1 an en moyenne que les hommes. Et leurs pensions sont elles aussi en moyenne plus faibles, de 42%. Cet amendement va aggraver cette situation et renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes. Si l'objectif est véritablement de réduire les déficits, il y a une solution très simple qu'on vous propose à chaque fois que vous refusez. Augmenter les recettes plutôt que de réduire les dépenses. Relancer l'emploi public, y compris des seniors. Réaliser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et enfin, augmenter les cotisations. Pour résoudre le déficit qui est prévu par le corps en 2027, il suffirait d'augmenter de 4,50 € le salaire mensuel à partir de 2023. Et même en envisageant de ne pas accabler les patrons, de couper la poire en deux et de l'augmenter de 2,50 € en plus. Pour les cotisations employeurs et 2 € pour les cotisations salariées, vous avez résolu le problème du déficit du système de retraite. Donc, mes chers collègues et monsieur le ministre, plutôt que d'aggraver les inégalités dans notre pays et de faire travailler les salariés toujours plus longtemps, commencez par utiliser le levier efficace économiquement et socialement. Merci, monsieur Mouillet. Merci, monsieur le président. Mon intervention ne vous surprendra pas lorsque je vous dirai que très largement, le groupe LR soutient l'initiative de notre rapporteur René-Paul Savary et nous soulignons d'ailleurs la cohérence de ses propos et l'évolution qu'il a apportée au fur et à mesure, en tout cas, des travaux qu'il a menés. Vous parliez tout à l'heure de méthode et de participation aux différentes réunions au groupe de travail. Notre méthode, vous l'avez. Par cet amendement, vous connaissez notre position aujourd'hui et à partir de notre position, nous sommes prêts à discuter. Mais nous avions besoin de ce message politique pour dire clairement où nous voulons aller et pourquoi nous voulons le faire. Et cet amendement est un point essentiel. Nous ne faisons pas d'illusions, le 49.3 aura forcément une intervention et donc sur cet amendement, mais au moins nous avons le mérite ici au Sénat d'être cohérents dans notre démarche, d'avoir des solutions à apporter, qu'elles plaisent ou qu'elles déplaisent, mais en tous les cas d'avoir une vraie responsabilité sur cet enjeu fondamental pour maintenir à la fois notre système de retraite, les niveaux de pension et surtout corriger des inégalités. Et en matière d'inégalités, je voudrais revenir sur une proposition du groupe LR qui n'a pu être rédigée étant donné l'article 40, mais qui concerne notamment les parents qui ont des enfants handicapés, pour lesquels nous souhaitons réellement faire évoluer les choses pour que les pensions de réversion du dernier survivant puissent être reversées aux enfants handicapés à l'issue, notamment malheureusement au moment du décès du parent. C'est pour nous un élément, un exemple de justice sociale sur lequel nous souhaitons clairement intervenir. Et monsieur le ministre, c'était un message de par vos fonctions nous souhaitions apporter. Et puis pour terminer, en matière de méthode, je voudrais simplement dire que nous appuyons sur des outils existants. La réforme Touraine, j'ai repris les arguments à l'époque de la réforme Touraine, qui était une évolution sur laquelle nous nous appuyons pour apporter aujourd'hui des éléments importants. Et donc je me souviens des interventions du groupe socialiste à l'époque. Et je voudrais surtout dire à messieurs Lévrier et Iacovelli qu'en matière de méthode, lorsqu'on voit la méthode de notre ami Delevoye, je pense qu'à partir de là, vous pourriez avoir un peu plus d'humilité sur la façon de faire. Merci, chers collègues. Monsieur Milon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en vous écoutant, je me suis interrogé sur certaines choses. Vous avez dit qu'il fallait faire une concertation et dans le cadre du premier mandat du Président de la République, monsieur Delevoye, avait été nommé commissaire du gouvernement et il nous a dit, on l'a auditionné X fois avec René-Paul Savary, qu'il avait fait des négociations et qu'il avait apporté un rapport au président de la République. Est-ce que finalement ce monsieur commissaire du gouvernement, donc recevant un salaire au moins égal à celui d'un ministre, a été payé pour rien? Deuxièmement, je voudrais revenir sur les négociations. Parce que avec monsieur Savary, dans le cadre des commissions d'affaires sociales, nous avons, nous aussi, auditionné les syndicats. Nous avons auditionné le patronat. Sous le haut patronage de Gérard Larcher, nous avons organisé 2 conférences nationales présidées par le Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui à chaque fois a confirmé la nécessité de réformer les retraites, a confirmé la nomination de M. Delevoye et a confirmé le rapport de M. Delevoye. Donc nous sommes dans ce cas-là
normalement en bien en droit de pouvoir faire des propositions après négociation, après accord du Premier ministre et après négociation et concertation avec le commissaire du gouvernement chargé des retraites. Certains reprochent ou constatent, sous forme de reproche, la constance de M. Savary. C'est une constance, ça n'est pas un entêtement. C'est une constance. Il a même amélioré ses propositions. Elles sortent des négociations que nous avons eues avec les syndicats, avec le patronat, avec le Premier ministre et avec le commissaire au gouvernement. Merci, chers collègues. Madame Mello. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire que le groupe Les Indépendants a toujours été favorable à une réforme des retraites. Ceci étant dit, je voudrais aussi vous rassurer sur le fait que nous sommes favorables à cet amendement sur le fond. Mais cette année, la situation est complètement différente de celle que nous avons vécue l'année dernière. La réforme est en cours, enfin, les prémices de la réforme sont en cours. J'ai assisté la semaine dernière au nom du groupe à la réunion au ministère du Travail. Le bilan qui a été dressé était très conforme à ce qui peut être souhaitable. Et la concertation des partenaires sociaux a commencé. Enfin, les choses vont dans le sens souhaité. Donc, nous devons, semble-t-il, attendre que l'examen du projet de loi nous arrive et il n'est pas raisonnable de voter, nous semble-t-il, favorablement cet amendement. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas nous y opposer, nous nous abstiendrons à la quasi-unanimité. Merci, Monsieur Hainaut. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. C'est Michel Rocard qui disait que la réforme des retraites, je crois, ferait tomber plus d'un gouvernement. Alors je ne sais pas si c'est ferait tomber, mais gênerait en tout état de cause. Il y a eu la réforme Balladur de 93, les 40 ans de cotisation en 2003, le recul d'âge de la retraite à 62 ans en 2010 et la réforme Touraine en 2013, qui n'est pas la moindre des réformes. Je pense que le pays a une forme de nostalgie par rapport à la retraite à 60 ans. Faut pas cacher cette réalité. Mais la nostalgie, ça fait pas bonne politique. Il y a une évidence, c'est qu'il y a besoin dans ce pays d'une réforme des retraites. Et moi, je partage pas ce que vous avez dit, Monsieur Martin Lévrier. La réforme des retraites, la dernière fois, elle a échoué, mais pas seulement à cause du Covid. Elle a échoué parce qu'à la fin, on ne savait plus si elle était systémique, si elle était paramétrique, et parce qu'il y avait un désaccord sur le fond au plus haut lieu, disons les choses telles qu'elles sont. Le Covid a eu bon dos sur cette question. Mais la réforme des retraites, c'est simple. C'est toujours trop tôt, c'est toujours trop tard, problème de forme, etc. Bref, il ne faut jamais la faire. Or, je pense que c'est une question centrale pour notre pays. J'ai été sensible autrefois à une argumentation de notre collègue Jomier, en constatant que les prélèvements obligatoires étaient très élevés dans notre pays. Mais qu'au fond, ces prélèvements obligatoires, ils étaient très élevés, mais qu'on consacrait assez peu de moyens à l'investissement et au fonctionnement des services publics. Eh bien, c'est juste. Et pourquoi ? Parce qu'on redistribue beaucoup, on redistribue énormément. Et donc, la question, c'est d'avoir des réformes qui fassent qu'on maîtrise la redistribution, qu'on arrête d'ailleurs l'échec de ceci, l'échec de cela, même s'il y a toujours des bonnes raisons de le faire, et qu'on soit en capacité, par rapport à l'argent qu'on prélève, je ne crois pas qu'on peut augmenter les recettes, eh bien, d'avoir une politique cohérente et d'avoir une capacité d'investissement pour l'avenir des services publics et de faire fonctionner ces services publics correctement. Je pense que c'est ça l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Fialer. Merci, Monsieur le Président. On savait que cette question serait sensible. C'est vrai que toutes ces années, on n'a pas voté l'amendement, le groupe RDSE, l'amendement Savary, parce qu'on pense que ces réformes de retraite ne doivent pas passer par un amendement en PLFSS. En revanche, cette année, les choses étaient un peu différentes, puisqu'on a eu quand même une campagne présidentielle avec un président qui a mis ouvertement sur le chantier cette réforme de la retraite et d'allongement des cotisations. Alors, moi, je vais même plus loin. Moi, je suis même pour la retraite par points, mais bon, il faut laisser les partenaires sociaux se mettre d'accord.
La seule particularité aujourd'hui, c'est que enfin, les partenaires sociaux se sont remis autour de la table pour pouvoir renégocier et autant arriver à une réforme qui soit consensuelle, partagée et responsable. Je crois qu'il est responsable. On a plusieurs façons de voir les choses. Travailler plus longtemps, c'est pas simplement cotiser plus longtemps pour les retraites, c'est cotiser aussi pour le reste des branches de la sécurité sociale. Et on sait bien que dans les années qui vont venir, avec le vieillissement de la population, on aura besoin de recettes supplémentaires. Faut pas non plus mentir aux générations qui viennent. On va avoir des dépenses supplémentaires. La deuxième chose, c'est que si vraiment ça provoquait des excédents importants, moi, ça me dérange pas qu'on relève le montant des retraites. Que je sache, nos retraités sont pas des nantis et on peut augmenter ces cotisations. Alors, nous ne voterons pas cet amendement, soit contre, soit en nous abstenant pour le groupe, mais en revanche, on a bien entendu le message et l'année prochaine, si les choses ne sont pas réglées, je peux vous assurer qu'il en sera autrement. Merci, cher collègue. Madame Guidez. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je vais voter, bien sûr, cet amendement, mais j'ai quand même une question. Est-ce que reculer l'âge de la retraite va suffire si on ne fait pas une vraie réforme de la famille, puisque aujourd'hui, il n'y a pas assez d'actifs. Donc, je pense qu'il va falloir aussi penser à faire une vraie réforme de la famille. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Écoutez, je pense qu'on a un certain nombre de points communs. Tout le monde est attaché au système par répartition et ne veut pas le remettre en cause. Or, si on finance notre système de répartition par la dette, on le remet en cause. Donc, il ne faut pas le financer par la dette et effectivement, il faut trouver des recettes. Nous savons que nous avons un système compliqué. Et je pense que maintenant, tout le monde s'accorde à dire que, compte tenu de sa complexité, faire une réforme systémique, c'est dans notre pays impossible. Bouger tous ces paramètres, tous ces régimes, c'est particulièrement compliqué. Donc, il vaut mieux se rabattre, me semble-t-il, sur une réforme paramétrique, à condition de la rendre acceptable. La réalité, je crois que tout le monde la partage. On a un taux d'emploi des seniors qui est le plus bas parmi les pays européens. On a un âge de départ à la retraite le plus bas parmi tous nos voisins européens, ne l'oublions pas. On a une démographie où le nombre de cotisants augmente, mais le nombre de retraités augmente beaucoup plus vite. On a également une espérance de vie qui a augmenté, en plus ou moins bonne santé, certes, mais qui a augmenté. Donc, il faut rééquilibrer le temps de travail et le temps de retraite, c'est particulièrement nécessaire. Et nous avons, nous, émis un certain nombre de principes, mais que je suis sûr beaucoup partagent. Faire confiance aux partenaires sociaux qui ne partagent pas ce principe. Ne pas faire de retraités pauvres. Et le système actuel, les rapports du corps, quel que soit ce que l'on peut en penser, montrent bien qu'on n'arrive pas à l'équilibre et en ayant un niveau moyen de vie des retraités qui sera plus bas que celui qui existe aujourd'hui. Et notre volonté également, et là il y a quelques divergences, c'est de ne pas tarder à prendre des réformes et ce qui conduirait à ce que l'on travaille au-delà de 65 ans, comme ça se fait dans de nombreux pays européens, où les gens à 70 ans reprennent des petits travaux pour pouvoir vivre. Exemple, la Suède. Nous ne souhaitons pas un travail au-delà de 65 ans. C'est pour ça qu'on fait un certain nombre de propositions. Alors, effectivement, Jean-Marie Van Arenberg dit je ne souhaite pas le décalage de l'âge. Naturellement, de par les réformes Touraine qui ont été prises, naturellement, l'âge de départ augmente et va jusqu'à 63, voire 64 ans. Et la mesure, en prenant un âge qui suit justement cette tendance pour le taux plein, permet véritablement d'être incitatif sur l'emploi, ce que l'on souhaite. Et puis, également, l'intérêt de pouvoir équilibrer le système tel que nous vous le proposons. Cet intérêt, c'est de faire en sorte de générer quand même des recettes supplémentaires qui permettent
de prendre en compte toutes les difficultés, les inégalités, toutes les mesures sociales qui doivent s'adapter au maintien des emplois dans le senior. Sinon, nous n'aurons pas la possibilité de prendre en compte le handicap, la maladie et un certain nombre de paramètres qui sont effectivement pénibilité et d'autres qui sont effectivement tout à fait importants si on maintient les seniors en emploi. Donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que notre réforme permet de répondre à toutes ces attentes légitimes que vous avez soulevées. Je répondrai également à quelques intervenants qu'il y a une différence effectivement par rapport à ce que nous pensons que le gouvernement propose, puisque jusqu'à présent c'est encore en débat. Nous pensons que cette proposition fait qu'elle est moins brutale. 1 an de discussion encore avec les partenaires sociaux pour s'entendre sur un certain nombre de dispositions. Donc pas d'étatisation du système tel qu'il était proposé par la réforme Delvoye, ne l'oublions pas. Et puis également, nous ne souhaitons pas que l'on travaille au-delà de 65 ans et nous ne proposons pas, je vous le rappelle, la suppression des régimes sociaux. Pourquoi ? Parce que nous pensons sociaux, régimes sociaux. Parce que nous pensons que ce sont des mesures qui ont été prises au fil du temps, que ce sera particulièrement difficile, inaccepté, c'est pas la peine, vaut mieux progressivement, comme ça a déjà été fait par le passé, les aligner sur un régime général. Ça nous paraît là aussi un moyen de faire comprendre que l'ensemble de ces paramètres peuvent être discutés de façon à arriver à faire en sorte que les générations futures reprennent confiance pour leur retraite. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur Savary. Vous l'avez compris, je crois que le gouvernement partage de nombreux constats avec la majorité sénatoriale et notamment la nécessité de réformer rapidement notre régime de retraite, à la fois pour en assurer l'équilibre, et je sais que nous ne partageons pas manifestement la même lecture du rapport du COR, mais pourtant elle est extrêmement claire, mais également pour créer de nouveaux droits et notamment viser à ce que notre système il soit plus égalitaire, qu'il prenne mieux en considération la réalité des carrières des professionnels, et puis qu'il accompagne aussi la réalité, celle du vieillissement de la population. Et vous savez qu'à côté de cette réforme des retraites, je conduis avec nos concitoyens une concertation autour de la question du bien vieillir, dans laquelle la question de l'emploi des seniors va tenir une place extrêmement importante. On partage avec vous cette nécessité. Néanmoins, on vous souhaiterait aller, comme vous le savez, relativement vite, puisque le président de la République a notamment annoncé qu'il souhaitait que cette réforme puisse prendre corps avant la mi-2023. Tant la nécessité de réformer est extrêmement importante, et que dans cette et qu'on essaye de concilier avec notre méthodologie la nécessité d'aller vite et en même temps d'assurer une acceptabilité sociale et politique de cette réforme dans une concertation large. Donc pour laisser et être, on va dire, sincère dans cette concertation, on préfère ne pas cadrer en avance les termes du débat, ni imaginer ou renvoyer à un atterrissage cadré de cette réforme, ce que vous proposez dans le cadre de la concertation que vous proposez. Et donc c'est la différence majeure qu'il y a entre nos deux propositions. Et fort quand même de ces éléments de convergence qui me semblent plus importants que les éléments de divergence, je vous repropose de retirer cet amendement et de faire confiance à la concertation qui s'ouvre avec le gouvernement. Merci, monsieur le ministre. J'imagine que l'amendement est maintenu. Monsieur le rapporteur. Donc j'ai été saisi. Oui, madame la présidente. Oui, très vite. Pourquoi on a mis des mesures aussi? C'est parce qu'on est en PLFSS. Hein, donc si on avait fait simplement un amendement pour une convention. Mais ce que je voulais dire, et je réponds à ceux qui soutenaient la précédente réforme,
Moi, je suis un peu toujours surprise de cette histoire parce que on nous l'a présenté pendant 2 ans et demi et je me souviens de débats ici, Alain Milon l'a dit, avec Jean-Paul Delevoye, avec le Premier ministre Édouard Philippe. C'était la réforme du siècle, juste, formidable, qu'elle allait tout résoudre. Je ne comprends pas pourquoi, tout simplement. Elle est toujours au Sénat, elle a été votée au 49.3 en mars 2020. Pourquoi ce n'est pas celle-ci que vous avez ressortie? Donc voilà, c'était simplement une observation. Merci madame la présidente. Donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par les groupes Républicains et CRCE sur l'amendement 102. Je vous rappelle que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter? Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin sur l'amendement 102 de la commission. Votant 344, exprimé 325, pour 195, contre 130. Le Sénat a adopté.